quand vous êtes hostile à des critiques, vous prenez les dispositions contraires à la démocratie, les enlèvements forcés, les kidnappings, tout ce qui est mauvais, la fermeture des médias, censure des partis politiques, de la société civile. Aujourd'hui, je pense bien que c'est très dangereux pour le pays. Chers téléspectateurs de Guinée Matin TV, bonjour et bienvenue dans ce tour d'horizon, une émission hebdomadaire qui décrypte pour vous l'actualité nationale et internationale. Nous recevons dans ce studio pour ce premier numéro El Hadj Aboubacar Biro Souma. Il est le président du Parti du Progrès pour le Changement, en abrégé PPC. Et avec lui donc, nous allons aborder plusieurs sujets, notamment le congrès national que vient de tenir son parti à Conakry. Également, nous allons parler de la démission de Maître Mohamed Traoré du Conseil national de la transition. Vous savez que cet avocat au barreau de Guinée a récemment jeté l'éponge du CNT. Enfin, nous allons évoquer la situation de Aliouba, le leader du parti Modèle, incarcéré à la maison centrale depuis le 30 décembre 2024. El Hadj Biro Souma, bonjour. Bonjour mes frères de la grande site et même temps de télévision, guinématin.com. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je le disais à l'entame de cette émission El Hadj, nous allons parler du congrès national que votre parti, le PPC, vient de tenir à votre siège à Conakry. Mais avant d'aller en profondeur, comment se porte aujourd'hui le PPC? Merci. Le PPC se porte bien, comme je ne pas dire très bien, compte tenu de la situation sociopolitique de ce pays, où les partis politiques comme la presse, il y a une restriction, donc nous ne pouvons pas faire conformément à la charte des partis politiques tout le mouvement que nous souhaitons amener sur le terrain. Mais Dieu merci, grâce à la volonté des responsables et militants de ce parti, nous avons pu tenir le cap, c'est que nous avons amené à organiser notre congrès. Donc, je ne veux pas dire que le parti est à merveille, mais le parti se tient sur la route qui pourra nous amener aux futures échéances électorales en République de Guinée. Justement, en parlant du congrès, votre parti a tenu donc son congrès le 4 janvier dernier, si je me trompe, le 4 janvier 2025. Et ce congrès, vous l'avez tenu quelques semaines seulement après la publication des résultats de l'évaluation des partis politiques par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Des résultats à la lumière desquels, il faut le rappeler, votre parti, le PPC, a été placé sous observation comme plus de 60 autres partis. Est-ce que c'est ce résultat qui vous a amené à vous hâter le pas pour tenir justement ce congrès? Bon, merci. Je voudrais vous dire qu'un parti politique a son statut et règlement intérieur. Mais aussi il y a une charte qui est loi organique pour la gestion des partis politiques en République de Guinée. Cette charte a plusieurs articles à l'intérieur qui stipulent que les partis politiques doivent se mettre en règle. Et quand vous prenez le statut et règlement intérieur du PPC, c'est 5 ans renouvelables. Donc, le PPC, en 2023, nous avons le mandat des instances était venu à terme. En 2023. En 2023. Donc, nous avons tenu à ce que nous puissions renouveler les instances du parti. Ce travail-là avait commencé, mais compte tenu aussi de l'interdiction par la junte militaire au pouvoir, le mouvement des partis politiques, ça nous a beaucoup impacté pour la tenue de notre congrès de 2023. Donc, mais grâce à Dieu, en 2024, j'ai eu aussi la chance d'aller au pèlerinage. Donc cela aussi a retardé la tenue du congrès. Mais dès mon retour, nous avons engagé d'abord les congrès primaires. Parce qu'on ne peut pas tenir un congrès national sans tenir les congrès primaires. Ce n'est pas seulement le but qui l'a élu, mais il faut commencer à la base. Parce que la démocratie... Les congrès primaires, c'est la mise en place des bureaux voilà, les fédérations. Des fédérations, d'accord. Effectivement. Donc, les 30 fédérations, nous avons passé
à renouveler depuis le mois de mai 2025. 2024, mois de mai. Donc avant que le ministère puisse sortir ses résultats d'évaluation. Vous savez, l'évaluation a eu lieu, moi j'étais au pèlerinage. Vous savez qu'en 2023, il y a eu évaluation quand Mori Kondé était ministre de l'administration du territoire. Donc, et en 2024 aussi, il y a eu évaluation avec l'arrivée de doyen Kondé. Parce que notre département est devenu condéiste. Et si tu n'as pas un Kondé, tu ne peux pas être ministre de l'administration du territoire. Ah d'accord. Voilà. Donc, et quand à mon retour de la Mecque, puisque déjà on avait préparé pour relancer la mise en place, l'élection de ces différentes fédérations, donc après les cérémonies, je n'ai pas entendu les 40 jours pour rester à la maison. J'ai immédiatement rejoint mes collègues pour enfin de commencer à travailler. Donc sur les 30 fédérations sur l'échiquier du pays, nous avons engagé le renouvellement de ces fédérations. Donc on a abouti à ça. Et après ça, nous pensons que parce que c'est des fédérations qui doivent élire le comité central. Et le comité central élit le bureau exécutif national. Donc on ne peut pas aller directement à un congrès national sans passer par les congrès primaires. C'est pourquoi je donne des explications à au moins vos millions de téléspectateurs pour comprendre qu'est-ce que c'est que le congrès primaire chez nous en Guinée. C'est différent des États-Unis d'Amérique. Donc nous avons fini ce travail et probablement nous avons fini ça au mois de novembre. Et il faut encore réunir tous les documents afférents afin d'aller vers le congrès national. Donc, après ça, nous avons programmé le congrès national qui s'est déroulé en 2 phases. La première phase, c'est, comme on appelle, travailler sur le statut du règlement intérieur et qui doit être aussi adopté par le comité central. Donc le statut a été révisé et a été adopté par le comité central qui a eu lieu le 2. Et en même temps, nous avons élu le comité central qui est à peu près un nombre de 105 membres, le 2. Et après, le 4, c'était l'élection du bureau exécutif national. Donc c'est ce qui a fait que c'était la clôture. Nous avons invité l'ensemble de la presse, nos amis politiques, la société civile et aussi les congressistes pour finaliser le congrès. Ce qui a eu lieu le 4 janvier, donc nous avons invité la presse et je pense qu'un Guinée Matin était le rendez-vous. C'est ici de féliciter Guinée Matin le travail qui a été abattu pour permettre que le monde entier puisse savoir que le PPC a organisé un congrès national. Parce que on a vu les différentes thématiques qui ont été sur YouTube grâce à vos envoyés spéciaux. Donc c'est ici de remercier Guinée Matin. Ils ont couvert l'ensemble de l'événement et au nom du PPC, vraiment nous avons le remerciement à votre direction, mais à l'ensemble des travailleurs de guinématin.com. Donc voilà, et l'ensemble des congressistes ont eu l'aimable à ma personne de reconduire en tant que président du parti, dont ma capacité, dont mon sens élevé, dont je suis un rassembleur et je suis aussi quelqu'un qui est très social. Ils ont eu confiance en moi pour porter à la tête du PPC, pour conduire les destinées de ce parti au moins les 5 ans à venir. Vous êtes actuellement en train de conduire votre 2e mandat à la tête du PPC. Effectivement, 2e mandat à la tête du PPC. D'accord. Voilà. Alors, après les évaluations des partis politiques, justement, je le rappelais à l'introduction, votre parti a été placé sous observation. Qu'est-ce qui manquait au PPC? Bon, selon le département, parce que vous savez, quand vous prenez la charte des partis politiques, les partis politiques ne sont pas, en un mot, un élève des ministères de l'action du territoire. C'est une loi organique qui nous met ensemble de travailler. Mais quand vous prenez la charte des partis politiques, vous voyez qu'il y a d'autres départements aussi qui sont concernés, tels que la justice, tels que le ministère de l'économie et des finances. Ils sont tous dedans pour travailler. Mais le tuteur,
c'est l'administration du territoire. Donc, en réalité, il devrait y avoir du dialogue entre le département et les formations politiques. Mais chose qui n'a pas été une réalité sur le terrain, parce qu'aujourd'hui... Il y a quand même eu une mission du ministère qui a assuré le siège des partis politiques. Oui, non, on était d'accord pour leur visite au niveau des sièges des partis politiques, mais ce qui se passe, c'est comme c'est des ennemis, alors que nous sommes des frères. D'accord. Nous sommes des frères, nous sommes tous des Guinéens. Nous devons travailler pour avancer les choses. Le département doit créer un cadre de dialogue. Vous voulez dire que cette évaluation s'est passée comme entre un enseignant furieux et un élève qui n'a pas fait ses devoirs? Effectivement. Effectivement. Alors que le département devrait faire son rôle en matière de formation, par exemple. Ils doivent organiser avec des partenaires et au niveau des femmes, au niveau des jeunes, parce que nous sommes organisés afin d'appuyer les partis politiques. Mais aussi, il faut accompagner les partis politiques conformément à la loi, au moins pour les assister financièrement. Parce que c'est une loi, c'est pas eux qui ont décidé. Donc ça se passe comme la presse qui devrait recevoir chaque année au moins un accompagnement. C'est la même chose au niveau des formations politiques. Surtout quand c'est des formations politiques qui ont au moins un siège, qui ont au moins une administration, qui est en train de se battre. Et donc ils devraient, mais ça fait plus de combien, une dizaine d'années. Depuis après Conté, les partis politiques ne reçoivent plus leurs subventions. Donc, pour revenir à votre question, nous pensons que c'était quelque chose qui était très bien quand le ministère a décidé d'aller vers les partis politiques. Nous avons salué, c'est très intéressant, mais nous, au niveau du PPC, je pense bien, les missionnaires n'ont pas pu se rendre à notre siège, à Amdalaï, plutôt que c'était devenu une négociation. Parce que moi j'étais à la Mecque, mais j'avais toutes les informations nécessaires. Les documents dont ils ont demandé, notre secrétariat les a fournis à partir de rond-point Hamdanlaï. Ils ont appelé, alors que l'équipe était là-bas pour les attendre, afin qu'ils puissent discuter, dialoguer, tout ce qui peut comme question pour répondre. Donc il n'y a pas eu d'échange entre les missionnaires de l'administration du territoire et les responsables du parti PPC. Et donc, les missionnaires du MATD ne sont pas allés à votre siège? Ils n'ont pas allé à notre siège. J'en peux appeler le secrétaire administratif. Comme quelqu'un qui achetait des galettes, on appelle déjà pour dire envoyer les documents. Effectivement, envoyer les documents. Ce dernier s'est déplacé maintenant pour venir déposer les documents au carrefour Amdalaï. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui ne m'a pas plu. J'étais furieux quand j'étais à la Mecque. Ce comportement de désastre ne devrait pas être comme ça. Il y a manque de respect. Ils ont dit que parce que c'était le dernier jour. Alors, quand vous avez recensé les partis politiques, vous savez qu'il y a une mission. Vous savez que pour rencontrer une formation politique, échanger avec eux, ça prendra combien d'heures? Mais contentez-vous de faire un calendrier juste équitable à toutes les formations politiques, afin que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires de chaque formation politique. Donc c'est à la base de ça, ils sont allés aussi regarder les dossiers et ils ont dit que le PPC, il faut fournir les noms des membres fondateurs. Normalement, cela ne devrait pas être, parce que les membres fondateurs, c'est quand vous avez besoin d'un agrément. Mais quand un parti maintenant a eu son agrément en train de fonctionner, on n'a pas besoin de ça. La liste des membres fondateurs se trouve au département tutelle. Ils ont parlé, parce qu'on a eu le retard du congrès, la liste des membres du BE, du comité central. Et puis, c'est le cadre, et puis ils ont revenu sur la question financière. Il faut que notre question finance soit certifiée par un cabinet de la comptabilité, un expert comptable puisse certifier tous ces documents. Voilà les mots qui ont reproché au PPC. Ils ont pris bonne note. Et après tout, j'ai contacté un expert comptable donc, qui a travaillé sur toute notre comptabilité. Et après, nous avons fini le congrès aussi. Donc, probablement, notre secrétariat est en train de finaliser tous les documents nécessaires pour permettre au moins la semaine prochaine qu'on puisse déposer au département
MATD, mais aussi on va les écrire de lever, comment on appelle, leur famille, trucs qu'ils ont imposés sur nous, parce que nous avons besoin de travailler sur le terrain, nos militants nous attendent, il faut qu'on travaille, un parti politique ne peut pas s'enfermer. La loi nous autorise à les sensibiliser, à former nos militants, à les éduquer, mais aussi à les préparer pour affronter les futures échéances électorales à venir. Alors, vous parliez justement de la subvention que l'État devait accorder aux formations politiques. Vous dites que depuis une dizaine d'années, cette subvention n'est pas payée, n'est pas donnée donc aux formations politiques. Et elle s'élève à combien et à quoi elle devait servir? Normalement, les subventions doivent servir dans le cadre de la formation. Ça nous permet d'être en rapport avec quelques institutions ou même comme on appelle les établissements privés qui peuvent former les cadres du parti, mais aussi les femmes dans le processus d'amitié pour qu'elles puissent se prendre en charge. Des jeunes aussi la même chose. Comment monter un projet? Il y a plusieurs thématiques qu'on peut former les jeunes. Ce n'est pas seulement le Bureau national des jeunes, mais c'est l'échelle. Même les militants devraient bénéficier de la formation. La seconde chose, ça permet à un parti politique aussi d'être en rapport avec d'autres institutions sur le plan national et international. Donc, l'État vient assister, parce que nous sommes des Guinéens, comme ça se passe dans d'autres pays, enfin, parce que, imaginez la gestion d'une formation politique, c'est très difficile. C'est très difficile. Il y a petits problèmes. D'abord, quand vous avez pris local, il faut payer chaque fin de mois. Et deuxièmement, il faut trouver au moins une équipe. Il y a l'administration qui seront primés chaque fin de mois. Et troisièmement, il faut rendre opérationnel le secrétariat en termes de paperasse, en termes de l'encre, de tout équipement. Et quatrièmement, il faut créer une cellule de communication. Donc il faut avoir au moins... Donc cette subvention devrait permettre de faciliter le fonctionnement des partis politiques. 1 ou 2 personnes qui doivent assurer la communication. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les formations politiques ont des difficultés parce que il est difficile de trouver la possibilité pour rendre opérationnel des formations politiques. C'est pourquoi l'État a droit de subventionner les partis politiques. Ce n'est pas parce qu'on veut donner de l'argent à Elhadji Aboubacar Birésouma pour bouffer, non. Moi, ce que ma famille mange, ça, c'est à moi. Mais quand même, quand vous gérez une institution, on ne doit pas vous tout les fardeaux. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui se passe en Guinée, c'est que les partis politiques, les 90% des charges, c'est au président. C'est ça la vérité. C'est au président. Comme si c'était une propriété privée. Et ce qui n'est pas bon. Et qu'est-ce que la loi dit? La loi dit qu'il faut d'abord, il y a les contributions. Il y a les dons. Les contributions des militants. Ou même des responsables du parti militants. Il y a les dons et legs. Comprenez? Il y a tout ceci là. Mais aujourd'hui, par exemple, nous, au niveau du PPC, on n'a pas de dons. Parce qu'on n'a pas de partenaires qui peuvent venir au secours pour nous assister. Il n'y en a pas. Donc, tout ce qu'on peut faire à l'intérieur, certainement, il y a quelques responsables à l'interne qui contribuent un peu. C'est pourquoi j'ai parlé les 80-90% revient au président, le reste est complété par les autres. Vous voyez, tout ça, c'est des charges dont la plupart des formations politiques aujourd'hui fonctionnent comme ça. Parce que les gens pensent qu'être président d'une formation politique, c'est quelqu'un qui a les moyens. La question n'est pas là. C'est une association pour défendre les intérêts du pays. C'est ça. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous venez d'être réélu pour un mandat de 5 ans à la tête du PPC. On sait que la mission de tout parti politique, la mission principale, c'est de conquérir le pouvoir par la voie des urnes, dans des élections crédibles. Et 2025 en Guinée, c'est une année électorale cruciale. Des élections sont en vue. En tout cas, le chef de l'État l'a fait savoir lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier. Quelles sont les ambitions du PPC pour cette année? Merci. Je pense bien pas de congrès.
le PPC va se lancer dans une bataille pour participer à les différentes élections à venir, que ce soit les élections locales, législatives et présidentielles. Parce que nous avons un programme, un projet de société très riche que nous voulons vendre aux Guinéens. Notre projet de société, c'est la décentralisation au service du peuple. Vous savez, en Guinée, la décentralisation n'est pas une réalité, alors que la Guinée a été l'un des premiers pays à instaurer la décentralisation. Donc certains pays, Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, sont venus s'enquérir comment la décentralisation fonctionne plus en Guinée, dès au départ. Si vous avez de belles mémoires, vous savez, dans les années vers les 2000, il y avait comment la décentralisation a poussé à certaines communes rurales. Je prendrai par exemple Kankalabé, parce que j'ai visité le coin, et Timbi Madina, et Kindia au niveau de Frigiagé. Donc j'ai visité quelques coins. Nous avons vu combien de fois la décentralisation a poussé, parce que ça a amené à la population de se prendre en charge, et les fils qui sont à l'extérieur pouvaient contribuer afin que leur localité puisse être développée. Et nous avons vu que les panneaux solaires, la construction des centres de santé, des écoles, des pistes rurales ont été faits pas par l'État, mais par la communauté elle-même. Donc, nous pensons que c'était de renforcer la capacité de la décentralisation, mais malheureusement, notre pays est devenu un pas en avant, 5 pas en arrière, et la décentralisation a été bafouillée. Donc nous, au niveau du PPC, on a réfléchi pour qu'on puisse vendre notre projet de société au peuple de Guinée, qui est la décentralisation au service du peuple de Guinée. Et nous, au niveau du PPC, notre projet de société, nous allons le concrétiser en transférant le pouvoir réel au niveau décentralisé. Les régions seront autonomes en matière économique, en matière politique, en matière sociale, en matière sécuritaire, mais même en matière justiciable. C'est ça. On va supprimer la nomination des décrets pour nommer les procureurs. On va donner le plein pouvoir à les élus afin qu'ils puissent exercer leur pouvoir au service de leur communauté. On va donner la sécurité de chaque région qui va être autonome afin que chacun puisse bénéficier des ressources de sa région. Donc, nous pensons que si on va à ce tyran, il y aura l'harmonie, mais il y aura aussi le développement dont les Guinéens souhaitent. Tout ne va pas être centralisé au niveau de l'exécutif, comme ça se passe aujourd'hui. Même un sous-préfet est nommé par un décret. Cela donne, comme on appelle, un pouvoir divin à quelqu'un, et ce qui fait que quelqu'un qui a le pouvoir en Guinée, il se transforme comme le jeune frère de Dieu, parce que tout le monde se soumet à lui. Et il faut qu'on évite la démocratie, c'est le pouvoir pour le peuple et par le peuple. Donc le PPC va se battre pour au moins participer aux élections locales, aux élections législatives, mais aussi aux élections présidentielles. Nous allons présenter un candidat, mais qui ne sera pas forcément Elhadji Boubacar Bidesouma, parce que le parti, on peut désigner un militant. Et c'est clair que dans notre pays, le président du parti est souvent le candidat du parti. Mais vous savez que l'exception ne s'est jamais produite. Oui, mais nous, au PPC, nous pensons que c'est la démocratie qui règne. Même dans les débats du BE, quand vous participez, vous allez comprendre. Ce n'est pas parce que je suis président, ma voix peut passer. Et il y aura toujours des débats à l'interne. Pour permettre, vous-même, vous avez vu lors du congrès, j'ai eu des adversaires. Il y a eu des adversaires qui se sont portés candidats. Donc, mais compte tenu ma capacité et la confiance, ce qui fait que j'ai remporté sur mon adversaire, Ibrahima Chérif Camara. Et il s'est porté candidat. Donc voilà, nous, au PPC, il n'y a pas dire que vous êtes président, vous pouvez être au four au moulin, vous allez prendre tout comme vous voulez. La question n'est pas ça.
Donc voilà. C'est pour que je vous dis, on va organiser une convention, on verra qui va être candidat à l'élection présidentielle. Ça dépendra de la capacité de la personne, ça dépendra des relations de la personne. Est-ce que la personne-là sera capable pour porter le PPC la magistrature suprême? Voilà des questions qui doivent être posées, ça peut être un militant, et ça peut être comme un sympathisant. Donc voilà. Qui va porter le PPC au pouvoir? La question se pose et on aura la réponse au moment venu. Oui. Et donc, je disais à l'entame de cette émission que nous allons aussi parler de la démission de Maître Mohamed Traoré du Conseil national de la transition. Cet avocat au barreau de Guinée a estimé que sa mission au sein de cet organe législatif de transition est arrivée à terme après l'expiration de la durée légale qui avait été déjà votée au niveau du CNT. Aujourd'hui, comment vous analysez cette démission? Merci. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a surpris. D'accord. Je sais que le monsieur allait démissionner parce que je connais la personne. Vous vous attendiez à ce qu'il démissionne? Oui, parce que je connais la personne. Depuis qu'il a été bâtonnier lors des votes avocats, j'ai vu comment la façon dont il dirigeait l'institution des avocats. Donc je m'attendais à ce monsieur parce que depuis qu'il est au CNT, on voit toutes ses sorties en tant que membre du CNT, mais aussi en tant qu'avocat. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il enseignait en un mot les Guinéens, les droits fondamentaux. C'est vrai, il a souvent fait des éditos qu'il a publiés dans les médias pour expliquer certaines ambiguïtés de la loi, pour éclairer. Parce que si on est un politicien, il faut vraiment avoir une vision et être attentif. Et connaître les personnalités. Quand ils font des éditos, il faut lire les lignes pour comprendre. C'est ce qui fait que nous, au niveau du PPC, ce n'est pas le matériel qui nous intéresse, mais on avait une conviction, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui nous intéresse. Alors, nous voudrions la démocratie. Pourquoi le monsieur, je vous dis qu'il m'a pas, je n'étais pas surpris, je n'étais pas étonné, du fait que je m'attendais à sa démission, parce qu'il a toujours condamné l'injustice. Il a toujours condamné les enlèvements forcés. Parce qu'avec lui, il a dit attention, cessez de dire les enlèvements. Il a donné le jargon, l'enlèvement forcé. Parce que ça sous-entendu qu'il y a des responsables qui sont déjà situés. Donc c'est les enlèvements forcés qu'il a bien expliqué pour que l'opinion puisse comprendre. Ce n'est pas les enlèvements par hasard, tel que disait par le procureur quand Bilo et Founikimengue ont été enlevés. Les leaders du Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC. Donc il a corrigé, il dit attention beaucoup, évitez de dire le mot enlèvement, mais il faut dire le vrai jargon en matière judiciaire, c'est les enlèvements forcés. Et aujourd'hui, l'unanimité est faite, c'est les enlèvements forcés. Donc je m'attendais à sa démission, mais aussi je m'attends à d'autres démissions qui doivent emboîter le pas de Maître Mohamed Traoré, l'homme digne, l'homme sincère, l'homme qu'il faut pour être ministre de la Justice en Guinée, pour que le pays soit sur les rails. Eh bien, Maître Mohamed Traoré, ministre de la Justice en Guinée, et c'est le souhait de l'âge Aboubakar Birossouma. Je rappelle, chers téléspectateurs de Guinée Matin TV, nous sommes aujourd'hui en direct avec le président du parti du Progrès pour le changement, PPC, et l'âge Aboubakar Birossouma. Alors, Maître Mohamed Traoré est parti du CNT, mais est-ce qu'il a bien fait de partir? Mais effectivement, vous savez, la dignité de l'homme, c'est de dire de faire. Aujourd'hui, il faut que, pas seulement Maître Traoré, mais l'ensemble des membres du CNT devraient comprendre qu'ils ont voté une résolution de 36 mois.
Et cette religion est venue en terme le 31 décembre 2024. Donc, ils doivent comprendre, leur conscience doit les guider. S'ils continuent, ils ont trahi le peuple de Guinée. Ils ont trahi leur serment. Déjà, il y en a parmi les conseillers qui disent qu'ils ne vont pas démissionner Oui, pour oui. faire plaisir Vous savez, à quelqu'un, pour citer. Oui, vous savez que conseiller. c'est pas qu'ils veulent faire plaisir à quelqu'un, mais c'est plutôt faire plaisir à quelqu'un. C'est ça la vérité. C'est de faire plaisir à quelqu'un. Quand vous avez signé un accord, vous avez dit que l'accord dynamique, vous avez pris des engagements, vous avez mis votre main sur le Coran, vous êtes juré, vous avez fait des interviews que une seconde ne va pas ajouter de ce que vous avez pris comme engagement. Je pense bien, il est le devoir du CNT de contraindre à dire nous avons tenu tel engagement, il faut que nous respectons, et c'est ça. Et ni le CNT ni le CNRD devraient vraiment respecter leur engagement. Aujourd'hui, à supposer que tous les conseillers du CNT démissionnent, qu'est-ce que cela peut avoir comme incidence, comme impact sur la conduite, sur la gestion de la transition? Si cela se fait, je pense que Mamadi Doumbouya va renoncer au pouvoir parce que il comprendra que le peuple de Guinée n'est pas avec lui. Et cela va induire quoi pour la Guinée si le président de la transition... Ça ne va rien induire, mais c'est plutôt de trouver un consensus. Nous sommes majeurs. Il n'y a pas une guerre civile en Guinée. Aujourd'hui, il y a les forces vives qui ne reconnaissent plus le CNRD qui est au pouvoir et qui est dirigé par le général Mamadi Doumbouya. Et s'il décidait de quitter aujourd'hui, comment ça allait se passer? Oui, comment ça allait se passer? La Guinée, c'est un pays où, au moins, nous avons... tout n'est pas pourri. Tout n'est pas pourri. Il y a au moins quelques institutions qui se respectent. Mais aussi, nous avons des partenaires qui sont là. Donc, si Mamadi Doumbouya décide de quitter aujourd'hui, mais il suffit d'organiser rapidement, trouver des bons Guinéens afin que la transition puisse être une réussite pour la Guinée. Je rappelle que votre parti n'est pas membre de l'ANAD. Et donc, quand vous envisagez que le président de la transition quitte aujourd'hui le pouvoir, et il y a les forces vives d'un côté qui ne le reconnaissent plus et qui appellent à la mise en place d'une transition civile. Est-ce que vous adhérez à ça, la mise en place d'une transition civile? J'adhère à 100% la proposition des forces vives, parce que je dis encore, je retiens encore, que le PPC croyait que le chef de la junte, le père de la transition, Mamadi Doumbouya, allait respecter ses engagements. Et ce qui a fait que nous avons, parce que nous avons pu soutenir la transition à un moment, pour dire que c'est vrai un militaire, parce que nous avons vécu le temps de l'ancien Conté. Nous pensons que ça peut être la même chose. Parce qu'il y a une différence entre le général Lansana Conté et le chef de la junte Mamadi Doumbouya. Lansana Conté est venu à un moment où il n'y a pas de démocratie, où il n'y avait pas le multipartisme, où il n'y avait pas de la liberté de la presse, l'expression, tout est là. Mais quand même, il a été le père fondateur de mettre tout ceci en place. L'homme n'est pas parfait, il y a eu beaucoup de dérapages à son temps, mais quand même il nous a légué quelque chose, parce qu'au temps de Conté, il n'y avait pas de prisonniers politiques, il n'y avait pas, les radios n'ont pas été fermées, il n'y a pas de restriction des sites, parce qu'en ce moment où on fait des caricatures, si vous vous souvenez, le journal Le Lynx, avec leur Foricoko sur le cocotier, avec, sur le cocotier, avec le journaliste là, comment on appelle, l'infirme Oscar, qui faisait les caricatures dans Conté. Mais si c'est le temps-là, je pense qu'Oscar elle était désenlevé. Mais l'ancien Conté a vu ça, il a ri, il dit mais qui a fait ça? On a appelé Oscar, l'ancien a vu, il dit vraiment c'est toi qui m'as fait mes caricatures comme ça. Oscar dit oui, il dit toi et moi, qui est physiquement arrêté? Moi, l'ancien Conté s'est levé, il s'est arrêté, il dit Oscar, toi aussi, lève-toi, arrête-toi. Oscar était dans le pouce-pouce,
Vous voyez vu. Il a dialogué avec lui, et puis il a même donné de l'argent. C'est tout, il est parti. Et c'est pourquoi, sur le journal satirique Le Lynx, toujours c'est titré « J'ai pas peur des critiques ». Donc, c'est ça, parce que les critiques doivent améliorer quelqu'un de ce qu'il est en train de faire. Mais quand vous êtes hostile à des critiques, vous prenez les dispositions contraires à la démocratie, les enlèvements forcés, les kidnappings, tout ce qui est mauvais, la fermeture des médias, censure des partis politiques, des médias, de la société civile. Aujourd'hui, je pense bien c'est très dangereux pour le pays. Nous sommes en train de vivre à une époque qui est résolue, qu'on ne pensait plus qu'on va revenir à ça. C'était les époques après la colonisation. C'est-à-dire qu'après 1958, où le régime PDG était là, où personne n'ose parler, tout et tout, où c'était la révolution, où c'était le parti unique, le PDG RDA. Mais nous pensons que l'époque là est révolue. Nous sommes au XXe siècle où la communication est devenue l'outil essentiel, où le monde est devenu village planétaire. Donc nous pensons que les choses, on devrait avancer, surtout que c'est un jeune qui est venu prendre des engagements. Mais hélas, nous sommes dans le pur. Donc nous pensons que ce comportement doit changer. Et ce qui fait que le PPC reste debout pour défendre la démocratie. Il ne s'agit pas parce que nous ne sommes pas des forces vives qu'on peut dire non, mais notre vision, c'est défendre la démocratie par tous les moyens de combattre l'injustice. Donc voilà, quand les forces vives disent ne reconnaissent pas, ce n'est pas parce que les forces vives ne veulent pas reconnaître parce qu'ils ont décidé, mais les forces vives emboîtent parce qu'il y avait un accord qui a été signé qu'on appelle accord dynamique, il y avait des engagements pris, et il y avait comme on appelle la main sur le Coran, il s'est juré qu'il ne va pas ajouter une seconde. Donc je pense bien, les forces vives sont c'est un droit, donc nous défendons le même droit. Donc ça n'a rien à polémiquer entre nous et les forces vives, mais nous pensons que le monde vient parce que le Dieu est unique, le Dieu n'a pas d'amis, le Dieu n'a pas engendré, personne n'a engendré le bon Dieu, et que le Dieu, quand tu te jures pour lui et qu'il faillit, le Dieu va aussi agir. Nous sommes dans cette situation en Guinée, donc tout le monde a peur et tout le monde s'inquiète pour l'avenir de ce pays. Sous Alpha Condé, on a dénoncé des enlèvements, on a dénoncé des arrestations arbitraires, on a dénoncé des tueries. Sous la junte du CNRD, on est en train de dénoncer pratiquement les mêmes faits. Aujourd'hui, s'il vous était donné de comparer les deux, le régime Alpha Condé et celui du CNRD, quelle analyse alliez-vous faire? Qui a fait pire que l'autre? C'est le CNRD qui a fait le pire. Parce qu'au temps d'Alpha Condé, je pense bien que la presse était un peu menacée. Ça, je vois ses mains, ils n'ont pas allé jusqu'à fermer les médias. C'est ça, la différence. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 jeunes qui sont au chômage, qui travaillaient au niveau de Djouma, qui travaillent au niveau du film, qui travaillent à l'espace, ainsi de suite. Il y a des sites qui sont fermés. Il y a au moins d'autres radios et télé à Cancan qui est fermé. Bon, comme je ne retiens pas le nom, qui sont fermés. Donc, ça joue profondément. Et c'est jusqu'à détruire le foyer de certains. Parce que quand vous n'arrivez pas à payer les dépenses, à un moment, aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, ils finissent d'être abandonnées. Donc, ça joue énormément dans le pays. Et aujourd'hui, au temps d'Alpha, je pense bien, il n'y avait pas dans les enlèvements forcés. La justice était au solde d'Alpha, mais il n'y avait pas des enlèvements forcés. Les Fonikimeng, ils ont été arrêtés une fois, deux fois au temps d'Alpha. On savait toujours où ils se trouvaient finalement. Voilà, on savait qu'ils étaient à la maison centrale et il y avait des procédures qui étaient engagées contre eux. Mais aujourd'hui, le Fonikimeng et Bilo sont enlèvements forcés. Et il y a d'autres, comme on appelle le monsieur... il y a Habib Marwan. Habib Marwan, qui est dans la même situation. Il y a Nimagan, qui est dans la même situation. D'autres personnes qui sont dans la même situation. Donc, beaucoup de familles cherchent leurs enfants, cherchent leurs frères, cherchent leurs cousins, cherchent leurs maris. Ils ne savent pas. C'est dans des corporations où on peut venir enlever.
Donc tout le monde est inquiet. Même moi qui est aujourd'hui, en tant qu'homme politique, ma famille est inquiet. Mes militants responsables sont inquiets parce que ils pensent que ça peut arriver à n'importe quel personne. L'âge peut sortir et ne pas revenir. Voilà, peut sortir et ne pas revenir. Donc voilà la situation qui se pose aujourd'hui. Mais quand même, quand quelqu'un a la conviction, quand quelqu'un croit à bon Dieu, il continuera à dire la vérité, il continuera à se soumettre à la volonté de Dieu. Ce Dieu a le dernier mot pour la Guinée, pour les Guinéens. Alors, l'autre sujet que nous allons justement aborder pour finalement terminer cette émission, c'est la situation du président du modèle, Aliou Ba, qui est incarcéré à la maison centrale depuis le 30 décembre 2024. On sait qu'il a été condamné à 2 ans de prison pour offense au chef de l'État. Vous avez suivi cette actualité et comment vous l'avez vécu? Effectivement, j'ai suivi cette actualité. J'ai même intervenu dans votre site à ce sujet. Vous savez, on condamne un jeune à un délit non reconnu. Nous avons suivi les juges de ce pays. Offense au chef d'État, ce n'est pas un délit à la République de Guinée. Mais puisque M. Aliou Ba a tenu tête, il défendait la démocratie, et vous avez suivi sa dernière sortie quand le journaliste français était là. Donc, il devait faire un débat avec le Premier ministre. C'est vrai qu'Aliou Ba, ces derniers temps, s'est illustré comme étant le plus sévère des opposants qui critiquent. C'est pas sévère, c'est parce que quand il ne faut pas que les gens qualifient qu'Aliou Ba est sévère, il n'est pas sévère. Aliou Ba était sur la ligne de la démocratie. Aliou Ba était sur la ligne de la charte de la transition qui a été signée, publiée par le CNRD. Personne n'a été. Et quand il faisait ça, on ne sait même pas quelle commission qui a travaillé sur ça. Elle était sur la ligne. La liberté d'expression. Aucun Guinéen ne sera mourir à cause de la politique. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, cette charte est foulée au sol par ceux qui ont publié, ceux qui ont rédigé, ceux qui ont signé. Donc Aliou Ba était sur la ligne. Aliou Ba n'a aucun cas offensé le chef de la junte. Pensez-vous aujourd'hui qu'on est en train de punir un opposant politique? C'est tout. Parce qu'on veut faire taire à tout le monde. On ne veut pas que quelqu'un parle. Et ce qui est dangereux dans le pays, c'est pourquoi la démocratie est en train de s'enterrer en Guinée. Aujourd'hui, je pense que la démocratie, ce qui reste, c'est à peu près 40%. 60% est déjà enterré parce que vous, la presse, vous ne pouvez plus faire des débats, vous ne pouvez plus faire des reportages, vous ne pouvez plus aller faire des investigations nécessaires pour informer l'opinion nationale et internationale. Nous, les politiques, on ne peut plus tenir des meetings, on ne peut plus faire ce qui est recommandé par la charte, les manifestations, des grandes rencontres. Donc, aujourd'hui, la société civile, c'est la même chose. Donc, voilà les 3 piliers qui animent la vie sociopolitique de ce pays. La presse, les politiques, la société civile. Et aujourd'hui, aucune de ces 3 structures ne peut exercer valablement ses droits. Tout est confisqué, alors que la charte qui a été signée et publiée après le coup d'État a donné l'autorisation à tout ceci. Alors que pour nous, la charte fait, la constitution avant le référendum qui devrait être imposé du chef de la junte au dernier Guinéen pour que chacun puisse exercer librement ses droits. Donc voilà, aujourd'hui Aliou Ba, il est victime parce qu'on pense que c'est un jeune charismatique. Il a le soutien d'une partie des Guinéens, que ce soit sur le plan national et international. Donc il faut faire toute la possibilité pour l'éteindre, chercher à salir son casier judiciaire, faire tout ce qu'il faut contre lui afin que, certainement, quand il y aura des élections, il ne pourra pas être candidat. Aujourd'hui, on est en train de distinguer les Guinéens, sélectionner les Guinéens, qui doit aller aux élections, qui ne doit pas aller aux élections. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays qui est anormal.
que vraiment, nous pensons que la gente doit réviser sa façon de faire pour éviter à la Guinée de sombrer dans une situation qu'on ne souhaite pas. Donc, au-delà de l'intimidation, au-delà de la volonté de restreindre les libertés, surtout la liberté d'expression, vous pensez aujourd'hui que le cas Aliouba, la junte est en train de trier et la volonté, c'est de l'empêcher d'être président, d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais effectivement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez les ministres de la République, le secrétaire général de la présidence, le porte-parole du gouvernement, les ministres de l'Assemblée du territoire, qui disent tous qu'il faut que Mamadi Doumbouya soit candidat aux élections présidentielles. Et j'ai même renversé la tendance. Parce que la gente a promis de commencer les élections à la base, au sommet. C'est-à-dire par les élections communales et communautaires, voilà, l'élection des chefs de quartier de district. Ils ont renversé. Même son discours de fin d'année, il n'a parlé que des élections présidentielles maintenant. Mais avec toute la pression derrière, s'il était possible de commencer aujourd'hui les élections par la présidentielle, est-ce que vous allez y adhérer? Moi, je n'y adhère pas. On sait qu'en 2010, ça s'est passé. Parce que ça va fouler au sol. Ça n'a pas bien réussi. Oui, mais ça va fouler au sol les valeurs démocratiques. C'est ça la réalité. Parce que celui qui va être, parce que c'est ce qu'il souhaite, être élu comme président et maintenant continuer à caporaliser toutes les autres institutions. Oui, c'est ça l'objectif. Parce que quand il est élu président, lui-même il organise les élections. Parce que j'ai suivi par exemple quelques présidents de délégations spéciales, tels que celui de, comment on appelle, Lambaye. Quand on lui a posé la question, il dit qu'ils sont là pour Mamadi. Et quand Mamadi est candidat, ils feront tout pour qu'il soit élu. Alors, est-ce que dans ça, le pays a pu avancer? Parce que tout aujourd'hui, les chefs quartiers, districts, les délégations spéciales, les préfets, les sous-préfets, tout le monde est adossé à quelqu'un, qui est Mamadi Doumbouya. Et chacun s'engage à ce qu'il soit candidat, et dès qu'il est candidat, c'est lui qui va être élu. Mais qui va se faire fatiguer pour aller conquérir la personne là? Mais ce ne sont pas les maires, les chefs de quartier, les sous-préfets qui vont voter à la place. Mais vous savez, c'est eux qui vont gérer l'élection. Parce qu'on n'a pas un organe de gestion des élections. C'est l'administration du territoire qui va organiser des élections. Et si ce ministre-là est allé en Haute-Guinée partout, il dit que le monsieur a pris le pouvoir par la force, il va l'exercer de la même façon. Et qu'il faut que chacun se plie derrière la personne là. Je pense, mais si c'est lui qui va piloter les élections, à quel comment on appelle, quel est le sens que quelqu'un d'autre puisse conquérir la personne? Il a toutes les leviers, l'administration du territoire qui organise les élections, les préfets qui sont les superviseurs, les sous-préfets, la même chose. Mais mon ami, et les personnes qui sont désignées pour aller dans les bureaux de vote, mais c'est la même chose. Je pense que même le peuple ne va pas accepter d'aller voter. C'est ça la réalité. Donc dans ce sens-là, je ne crois pas vraiment, je ne crois pas qu'on fabrique quelqu'un pour faire semblant comme candidat, mais tous ceux qui ont la volonté, tous ceux qui aspirent pour vraiment diriger le pays dans les règles de l'art, pour enraciner la démocratie, ne vont pas cautionner, ne vont pas participer à une telle élection. C'est pourquoi vraiment, je pense bien, les Guinéens feront tout à ce que les choses puissent changer pour l'intérêt supérieur de la nation. Revenons à la situation de Aliouba toujours. On sait aujourd'hui qu'il est en train de croupir à la maison centrale de Conakry. Il en a pour 2 ans. Si on s'en tient à la condamnation, à la peine donc qui lui a été infligée par le tribunal correctionnel de Kaloum. Mais qu'est-ce que cela peut avoir comme implication politique pour la Guinée? On est dans un contexte particulier où le climat est tendu entre une frange importante de la classe politique et la junte du CNR2 au pouvoir. Aliouba est aujourd'hui en prison. Est-ce que cela ne peut pas nourrir davantage la défiance entre la junte
et les partis politiques. Mais c'est effectivement. C'est effectif. Il y aura la défiance. Je dis très bien que les partis politiques sont là pour compétir. Quand il y a des élections libres et transparentes, c'est au peuple de dire à qui nous voudrons qu'il nous dirige. Mais si tel est le cas, je pense bien que ce serait très difficile. Très difficile. Et ce qui veut dire que les sociaux disent taureau d'oreiller. C'est-à-dire le coq, quand il tombe dans comme on appelle truc là, c'est-à-dire il ne serait pas tranquille. Et il est là-bas, il n'est pas tranquille parce que ça ne fait que faire des... Allez, ça vacille. Voilà. Voilà. Donc, nous pensons que le président de la gente, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, devrait se mûr, réfléchir 1000 fois, dont le pays ne peut pas être géré de la façon. Quand on prend un engagement, il faut le respecter. Ils doivent libérer le Guine, parce qu'il n'a rien fait de grave. Il n'a rien fait, donc on peut le condamner. Les juges ont bien détaillé qu'il n'y a pas un article qui condamne que le chef de l'État est offensé. Et pourtant, la décision qui a été rendue par le tribunal correctionnel a été motivée mais des dispositions. Je le dis. Parce que je peux dire que, vous savez, les juges guinéens, les magistrats guinéens, ils ne peuvent plus dire demain, ils étaient sous la pression. Parce que quand Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir, quand il les a rencontrés, ils ont dit que la plupart des décisions qu'ils ont rendues, c'était sous la pression. C'était sous la pression. Alors que l'indépendance s'arrache. Il ne peut plus dire à des Guinéens demain, quand un autre vient pour dire qu'on était sous la pression. C'est terminé parce qu'on ne peut plus... Mais est-ce qu'on leur a déjà enlevé la pression qu'ils avaient? On sait qu'il y a eu des engagements avec la junte, mais la junte elle-même n'a pas honoré ses engagements. Oui, même si on n'a pas enlevé, M. Keïta, même si on n'a pas enlevé cette pression, mais j'ai dit l'indépendance, c'est à les magistrats d'assumer. Si aujourd'hui, il y a une association des magistrats en plus de Guinée, l'ensemble de ces magistrats-là prennent l'engagement de respecter, de faire respecter les lois du pays, je pense bien, s'il y a une pression, ça peut créer un bras de fer entre les magistrats et le pouvoir exécutif. Et le peuple de Guinée va les accompagner dans le sens. D'accord. C'est ça la vérité. Comme je viens de dire que le droit s'arrache, les magistrats devraient être là pour, rien que pour le peuple de Guinée. Peu importe la pression, les magistrats doivent résister et dire le droit. Et dire le droit. Aucune pression. De même, aucun magistrat ne peut nous dire j'étais sous la pression. Et personne ne va accepter. C'est ça. Et aussi, ils vont récolter les conséquences. Parce que chacun va récolter de ce qu'il a sémé. C'est ça en réalité. Chacun fait ce qu'il est en train de faire. Tout le monde, aujourd'hui, grâce à vous, la presse, les citoyens savent qui est qui en République de Guinée. On est en train de noter tout. Mais demain, parce qu'il y aura un changement, ce n'est pas parce qu'Alage Bilo qui l'a dit, mais c'est inférieur, le monde va comme ça. Le monde tourne comme la roue. C'est Dieu qui est omnipotent, le reste, il y aura un changement. Chaque personne a un temps. C'est comme la mort. Chacun peut mourir. Moi-même, je peux quitter ici, on peut vous annoncer que Elhadji Aboubakar Bilo est décédé. C'est le Dieu qui sait quand est-ce qu'il va me rappeler. Donc, je pense bien, quand on met ça en tête, on doit avoir peur. Parce qu'il faut avoir peur ici, mais il faut avoir peur au-delà. Parce que ça, au-delà, tous ceux qui sont allés à la Mecque, qui ont fait réellement leur Umrah et leur Hajj, réellement, ils ne sont pas allés se promener, mais ils savent qu'on ne blague pas avec le Dieu. Le Dieu n'est pas ami à quelqu'un, il n'a pas, et c'est les lignes de Dieu, le Coran, d'être respecté par tous les Guinéens, par tout le monde, dans le monde entier. Le Coran est là, il a mis tout dedans. Comment nous, entre les humains, on doit se gérer, comment on doit se côtoyer. Même
le péché minimum est prévu dans le Coran, entre nous, entre toi et ton voisin, entre toi et ton partenaire, au sein de la gestion d'une famille, au sein de la gestion d'une communauté, au sein de la gestion d'une nation. Tout est mentionné dans le Coran. Mais aujourd'hui, en Guinée, vraiment, j'ai peur parce que même nos religieux n'osent pas dire la vérité. D'accord. À qui le droit? Mais est-ce qu'ils sont écoutés même, non, les religieux? Vous savez. On a vu, et là, Vous savez, il ne s'agit pas d'être écouté. Mais il s'agit de dire ce que le Dieu t'a recommandé. Aujourd'hui, on n'a plus de prophètes. Ce sont les imams qui remplacent les prophètes. Les imams peuvent faire des dénonciations. Quand moi, et là, j'ai Bakar Bilosouma, je suis chef, je n'arrive pas à les écouter. Ils doivent prendre le peuple comme témoin dans leur serment ou dans leur conférence, débat, afin que l'opinion sache qu'ils sont en train de tout faire. C'est ça la différence entre les religieux guinéens, les imams guinéens et ceux de la sous-région. Vous prenez le Mali, vous prenez le Sénégal, vous ne verrez jamais un imam aller se cropiser à un politicien. C'est plutôt les politiciens qui viennent vers les imams pour prodiger des charges conseils. Nous, c'est le contraire. Quand un imam veut circuler dans Vieux 8, il peut être sincère. Alors, c'est pourquoi j'interpelle. Ce n'est pas seulement le premier imam, mais tous les imams devraient s'unir, et comme tel que, à la fin d'année, le discours de Monseigneur au niveau des chrétiens, mais pourquoi pas chez nous les musulmans qui ont la majorité de ce pays, il faut dire la vérité. Est-ce que c'est logique? L'islam autorise les éléments forcés. Est-ce que c'est logique? L'islam autorise les kidnappings. Est-ce que c'est logique? L'islam autorise la répression. Il faut dire. Mais il ne faut pas. Aujourd'hui, on vient dans les mosquées, on fait des serments pour dire qu'il faut, comme on appelle, il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on aime. Mais la paix, ce n'est pas un mot, ça doit être un comportement. Pour qu'il y ait la paix, il faudra qu'on puisse mettre en place les mécanismes réels pour dire il faut ça, il faut ça. Personne n'est supérieur à un autre. Les fonctions, c'est pour un moment, et ces moments-là passent, mais la Guinée reste. Ça n'est pratiquement fini pour cette émission et l'âge Aboubacar Birosouma. Mais avant de quitter nos téléspectateurs, vous regardez la caméra et vous leur dites en quoi votre parti, le PPC, se démarque des autres partis et pourquoi ces électeurs devraient demain voter pour vous à une élection présidentielle pour diriger la Guinée. Merci. Je m'adresse au peuple de Guinée, à l'ensemble des Guinéens, de Conakry à Joe, pour que chacun puisse savoir que le PPC, c'est un parti qui respecte ses engagements, qui respecte les Guinéens, qui respecte le pensée des Guinéens. Nous avons un projet de société dont je viens d'expliquer, qui est la décentralisation au service du peuple de Guinée, dont la démocratie elle est fondamentale, parce que qui parle de la démocratie parle de pouvoir par le peuple et par le peuple. Il faut que tous les Guinéens puissent exercer leurs droits en matière de la démocratie dans la gestion des choses publiques. Donc c'est pourquoi nous avons opté pour notre projet de société décentralisation au service du peuple de Guinée, pour permettre à tous les Guinéens d'être au sein de la gestion des choses publiques. C'est pourquoi le PPC se bat pour triompher la démocratie dans le pays, combattre l'injustice, combattre la corruption, combattre le fainéantisme et essayer d'organiser ce pays. On peut le faire, c'est pas difficile, mais il suffit d'avoir la volonté au cœur, il suffit d'avoir vraiment un engagement fort afin qu'on puisse mettre notre projet de société en valeur, qui est la décentralisation au service du peuple. Tout le pouvoir, une bonne partie sera transférée à la communauté, que ce soit la sécurité économique, politique, justice, sociale, tout sera transféré. Seul, au moins, le ministère de la Défense
peut rester au niveau étatique afin de garantir l'intégrité du pays. Donc, je m'adresse à vous. Le PPC veut la participation effective de l'ensemble des Guinéens au sein projet de société. Venez au PPC, vous ne regretterez pas, parce que nous sommes pour les Guinéens et par les Guinéens. Je vous remercie. Merci bien Elhadj pour la disponibilité. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et ça en est pratiquement fini pour cette émission. Merci, chers téléspectateurs de Guinée Matin TV. On se reprend la semaine prochaine pour un autre numéro dans ce studio. Merci et à bientôt.